Quoi? J'ai jamais fait de vidéo sur Imperial Settlers Empire of the North? Je vais devoir remédier à ça. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et je vous présente aujourd'hui le jeu Imperial Settlers Empire of the North. Alors, Empire of the North, ou l'Empire du Nord, est un jeu qui est sorti par la compagnie Portal Games. C'est un jeu qui a été designé par Ignacy Trzewiczek en collaboration avec Joanna Kiszjanka. Désolé pour les noms. Donc, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs d'une durée d'environ 45 à 60 minutes. Et là, vous allez peut-être vous dire, Imperial Settlers, ça me dit quoi ça? Et oui, Imperial Settlers est un jeu qui était sorti aussi auparavant sous le nom de Settlers, ici comme ça, par Ignacy Trzewiczek également. Alors, vous allez peut-être vous demander, mais est-ce que c'est une extension? Eh bien non, je dirais que peut-être le design de base peut-être est porté à confusion un peu, parce que ce sont deux jeux différents. Et là, deux jeux différents et tout au courant de la vidéo, je vais vous parler aussi des similarités puis aussi des différences que les deux jeux ont. Donc premièrement, j'étais un grand fan de Imperial Settlers, donc immédiatement quand ce jeu-là a été annoncé, j'ai vite décidé d'obtenir une copie. C'était un jeu qui était très attendu pour moi. Je voulais voir qu'est-ce qu'il allait faire avec le contenu, avec le produit de Imperial Settlers. Mais on va aller voir les règles, puis après ça, je vais vous donner mon avis. Voici donc Empire of the North. Alors, en début de partie, chaque joueur va prendre son deck. Donc, dans la boîte de base, il y a 6 decks différents, mais il existe également des extensions qui vont rajouter 2 decks thématiques, justement, avec chacune des extensions. Donc, ici, ça fait 6 de plus. Donc, présentement, il y a un total de 12 decks qui sont disponibles sur le marché. Et là, vous allez remarquer, si jamais vous avez joué à Imperial Settlers, le premier opus, qu'il y a seulement un deck comme ça, il n'y a pas de deck central. Donc, tous les joueurs vont avoir leur deck individuel. Le jeu vient avec un très pratique petit plateau comme ça ici pour placer les ressources. Je dirais que c'est un petit ajout qui est vraiment intéressant. On va également placer la piste de score ici, dont chaque joueur va se prendre un marqueur de points et essentiellement le but du jeu va être de se rendre à 25 points. Donc en fait, lorsqu'on va être rendu à 25 points, ça va activer la fin de la partie et on va terminer ça pour faire le décompte final. Donc, dans les pièces que chacun des joueurs va recevoir, il y a justement son deck avec les cartes et les cartes de production. Donc, le deck à l'arrière, il y a des couleurs différentes. Donc, il y a 3 cartes d'une couleur différente. Donc, elles vont commencer sur la table et on va également recevoir la production qu'elles font. Chaque joueur va également prendre 2 bateaux, 5 petits travailleurs et un petit marqueur comme ça ici, où on va placer nos travailleurs utilisés. Donc, il faut faire attention, si jamais encore une fois vous avez joué à Imperial Settlers le premier, souvent on est habitué de prendre les travailleurs et de les remettre dans la boîte, mais dans le cas ici, lorsqu'on va les utiliser, on va les placer ici. Chaque joueur va également recevoir 2 petits marqueurs, donc de l'autre côté, il y a un petit X comme ça, et on va placer le plateau des actions supplémentaires, donc ici. La dernière chose qui se trouve être accessible à tout le monde va être le plateau d'exploration navale, donc on va placer les îles qui sont tout près et les îles qui sont très loin. Donc chacune des cartes est représentée par un dos différent. Après avoir reçu leurs jetons et leurs petits tokens, les joueurs vont chacun piger 5 cartes. Donc, on va être maintenant prêt à commencer. Donc, la première étape de chacun des tours s'appelle le lookout parce que le tour est divisé en quelques phases. Donc, la phase de lookout, la phase d'action et la phase d'expédition. Et ensuite, on va terminer le tour avec le clean-up. Donc, la première étape, c'est la phase de lookout. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre 4 cartes sur le dessus de notre deck. Donc, chacun des joueurs va prendre 4 cartes. Et là, pour chacune des cartes qu'on va vouloir conserver, parce que, justement, les cartes, on ne les mettra pas tout de suite dans notre main. Donc, pour chacune des cartes qu'on va vouloir conserver, on va devoir payer un petit travailleur. Et encore une fois, on ne le remet pas dans la boîte, on le remet sur Spent Worker. Donc, il a été utilisé pour ce tour-ci et il ne pourra plus servir. Mais à la fin du tour, lorsque toutes les actions vont être faites, eh bien, il va pouvoir revenir. Donc, pour chacune des cartes que je vais décider de conserver, donc, exemple, j'en conserverai 2. Les autres, je vais les placer dans la défausse. Je place 2 et ensuite je peux reprendre ma main de départ et les ajouter. Parce que les cartes vont être l'essentiel du jeu. On va servir des cartes pour se construire un plateau. Donc encore une fois, je fais souvent les références, mais si jamais vous avez joué à Imperial Settlers, vous allez remarquer qu'éventuellement on va acheter beaucoup de cartes. Et là, les différentes cartes, là, je vous montre ici comme ça, on va pouvoir les placer. Donc, à l'occasion, on va pouvoir les placer en plaçant des ressources, mais d'autres fois, on va les placer en utilisant des actions spéciales. Et là, chacune des cartes du deck, et voilà comme ça. Donc, il y a certaines cartes, on remarque le nombre de cartes qu'il y a dans le deck. Donc, exemple, cette carte-là, elle va être 2 fois présente. Donc, il y en a qui sont seulement une fois, il y en a qui sont 3 fois. Et certaines vont demander des ressources et d'autres des actions. Parce que les ressources, c'est très simple. Lorsque on a des ressources devant nous, on va pouvoir les utiliser.
encore une fois, à la fin de notre tour, on ne les perdra pas. Ça, c'est pour ceux-là qui ont déjà joué à Imperial Settlers. Donc, lorsque la phase de lookout va être faite par chacun des joueurs, à ce moment-là, on va pouvoir commencer à jouer. Donc, à commencer par le premier joueur, il va pouvoir réaliser une action. Ensuite, ça va être le tour de l'autre joueur et ainsi de suite, jusqu'à temps que tous les joueurs aient passé. Donc, pour réaliser les différentes actions, eh bien, lorsque c'est son tour, le joueur va pouvoir soit payer des ressources, et là, ça va être tout le temps indiqué selon les cartes. Donc, par exemple, ici, si je voudrais, je pourrais payer un bois et un poisson pour pouvoir jouer cette carte. Donc, on va jouer les cartes sur notre tableau principal en avant, sauf certaines cartes qui sont marquées instantanées, qu'on va utiliser immédiatement et qu'on va placer dans la défausse. Donc, ces cartes-là ici, les cartes instantanées. Donc, lorsqu'elles vont être jouées, elles vont aller directement à la défausse. Et là, lorsqu'on va jouer une carte, encore une fois, on va pouvoir la construire, mais on va également pouvoir faire des actions supplémentaires. Et là, ce petit plateau-là vient et c'est là qu'on va utiliser nos marqueurs. Parce que lorsque c'est notre tour, au lieu de construire une carte en payant les ressources, on peut placer notre marqueur. Et là, il y a différentes actions qui vont être là. Donc, celle-ci, Harvest, va nous permettre de pouvoir collecter les ressources. On va choisir un de nos champs et on va pouvoir retirer les ressources. Parce qu'au début de notre tour, on n'oublie pas, encore une fois, les mauvais plis d'Imperial Settlers, mais on ne produira pas les bâtiments. Il n'y a pas de phase de production comme à l'autre jeu. Donc, on peut placer notre marqueur ici pour recevoir les ressources d'un champ. Sinon, on peut également faire populer, donc recevoir un nouveau travailleur. Et là, on n'oublie pas que les travailleurs vont toujours revenir après, à la fin du tour. Donc, essentiellement, on va avoir plus de personnages pour pouvoir les utiliser. Sail, c'est une nouvelle action qui ça se trouve être sur le plateau ici naval. Donc, on va pouvoir prendre un de nos marqueurs de bateau et le placer ici. Donc, tant qu'à parler du sail, la phase d'expédition va se faire. Donc, lorsque tous les joueurs vont avoir passé, on va tomber à la phase d'expédition. Et là, en ordre, on va résoudre les bateaux. Donc, le joueur qui a un bateau ici comme ça va pouvoir choisir. Et là, lorsqu'on place notre bateau, on a le choix de bonus de placer un poisson si on le désire. Donc, ici, une ressource de poisson, ou encore de placer une hache, ici comme ça, ou simplement de placer les deux. Parce que c'est lorsqu'on va placer ça ici, on va choisir de mettre les ressources et ça va nous dire à quelle carte qu'on va avoir accès. Si on a placé une hache, on va avoir accès à l'action Conquer. Donc, chacune des cartes ici comme ça a soit le pillage ou soit conquérir. Donc ici, pour conquérir, il faut absolument avoir une hache sur notre bateau. Mais si on a une hache et on décide quand même de vouloir piller la carte, il n'y a aucun problème, on va simplement perdre notre ressource. Donc les cartes sont divisées en deux côtés, le côté tout près et le côté loin. Donc pour avoir accès au côté loin, il va falloir simplement placer un poisson. Donc l'action est, on fait sail, on génère ici comme ça, on place nos bateaux et à la fin du tour complètement, on va pouvoir justement aller chercher ces petites îles-là. Il y a certaines cartes qu'on va avoir qui vont être marquées, comme j'expliquais tantôt, Populate, ici comme ça, Explore, et ça se pourrait qu'il y en ait qui se soit Sail. Donc, dans l'occurrence ici, bon, ça c'est Populate ici. Donc, on va marquer ici, et voilà. Je vais te préparer ça à l'avance. Donc ici, la carte, je peux simplement la jouer lorsque je vais faire l'action Sail. Donc je ne peux pas payer les ressources à mon tour pour la jouer, mais lorsque je vais placer mon petit marqueur ici, je vais pouvoir la jouer gratuitement. Et là, on ne peut seulement jouer une seule carte spéciale. Donc c'est le bonus de pouvoir placer justement ces cartes-là. Et là, bon, comme j'expliquais, il y a différentes cartes qui vont être placées sur le plateau de jeu, mais il y a également certaines cartes qui vont être des upgrades. Donc ici, comme ça, on va pouvoir bonifier un champ. Et là, pour bonifier un champ, si on veut un field, on va placer la carte comme ça ici. Et lorsqu'on va retirer les ressources, donc par exemple en utilisant l'action Harvest, on va pouvoir retirer plus de ressources. La troisième action ici comme ça, la quatrième action, pardon, se trouve être construire. Donc on peut simplement construire un bâtiment de notre main. Donc si on n'aurait pas les ressources pour le construire, donc par exemple, si jamais je serais dans une mauvaise passe et je n'ai pas de bois et de roche, à ce moment-là, je vais faire Construct sur l'action ici, et je vais pouvoir jouer ma carte. Donc, ça se trouve être une façon supplémentaire de pouvoir jouer. Et encore une fois, certaines cartes vont nous dire qu'on peut les jouer lorsqu'on fait Construct. Et la dernière se trouve être Explore. On va simplement piger une carte de notre deck. Donc, ces actions-là sont des actions bonus. Et là, vous allez remarquer qu'on a deux petits marqueurs comme ça, et on va pouvoir les placer. Ce qui est intéressant, c'est que si on le désire, on peut également payer une ressource, donc payer une pomme comme ça ici, une nourriture, et placer notre marqueur sur une case adjacente. Et là, lorsqu'on va le déplacer, on va retourner le marqueur comme ça ici. Ça veut dire qu'on ne pourra pas le réutiliser. Donc, chacun des marqueurs peut être utilisé 2 fois. Donc, ça va être de voir. Sauf que lorsqu'on va faire la deuxième action, on peut simplement utiliser une action qui est à côté. Donc, il va falloir bien gérer nos actions supplémentaires. Si on le désire aussi à notre tour, on peut utiliser une des actions. Et là, chacune des cartes va venir, donc sont toutes différentes. Mais par exemple, ici, action. Je vais pouvoir utiliser un bonhomme, un petit personnage, donc le placer sur Spent Worker, et un poisson pour pouvoir faire l'action Explore Sail. Et lorsque je vais avoir utilisé une carte, je vais la retourner de côté pour me rappeler que je ne peux pas la réutiliser. Donc, elle est exhausted, elle est fatiguée. À la fin du tour, elle va se redresser et je vais pouvoir la réutiliser éventuellement. Et là, chacun des decks vient avec des actions qui sont différentes. Donc, je vais vous laisser le plaisir de pouvoir découvrir chacun des personnages. Mais sachez que chacun des decks se joue quand même assez différemment.
La dernière action qu'on peut faire se trouve à être Raid. Donc, vous avez vu ces petites haches-là qui peuvent servir lorsqu'on s'en va en exploration navale, mais on peut également s'en servir contre un autre adversaire. Donc, on va utiliser une hache pour pouvoir attaquer un bâtiment d'un adversaire, mais le bâtiment ne sera pas détruit, il va simplement être exhausted comme ça, donc le joueur ne pourra pas l'utiliser. Donc, les joueurs vont se relayer les actions comme ça jusqu'à temps que tous les joueurs aient passé. À ce moment-là, on va tomber à la phase d'exploration navale. Donc, en commençant par le joueur qui a le premier bateau, il va se choisir une île et il va choisir, si jamais il a placé une hache, de pouvoir conquérir ou sinon de piller l'île. À ce moment-là, il va recevoir des ressources. Donc, des fois ici, ça va être des ressources comme ça avec des points. Et si jamais il choisit de conquérir, par exemple, il va pouvoir le garder. Ça va devenir un bâtiment supplémentaire qu'il va pouvoir placer sur son plateau de jeu avec une action de plus. Donc, c'est toujours la question, on se demande, est-ce que ça vaut plus la peine de recevoir les ressources immédiatement ou de conserver un petit bâtiment qui va nous donner un bonus à la fin de chacun des tours. Certains bâtiments vont nous donner des bonus immédiats, d'autres vont nous donner des bonus à la fin de la partie. Après la phase d'exploration, donc lorsque tous les joueurs ont choisi des bateaux, on va simplement retirer les cartes restantes et on va les remplir. Donc on va pouvoir retourner les bateaux aussi à chacun des joueurs et on va remplir des nouvelles cartes. Donc les cartes ne resteront pas là d'un tour à l'autre. Après avoir fait de la phase d'exploration, on est rendu à la phase de clean-up. Donc, chacun des joueurs va prendre ses pièces, donc encore une fois, prendre ses marqueurs comme ça ici qu'il avait placés, reprendre ses bateaux et également prendre les petits travailleurs qui ont été placés sur Work et les placer disponibles. Si jamais il y avait des bâtiments qui étaient inclinés, donc qui étaient fatigués, il va pouvoir les redresser et on va commencer un autre tour avec la phase de lookout. Donc, chacun des joueurs va reprendre des cartes et va choisir quelle carte il faut conserver. Et tout ça dans le but de marquer des points de victoire, parce que lorsqu'un joueur va arriver à 25 points de victoire, donc le premier joueur qui va arriver pendant la phase d'action, on va terminer le round actif et après ça, la partie va se terminer. On va passer au décompte des points finales. Et là, les points, ça se trouve être les points qu'on va avoir fait pendant la partie, mais chacun des bâtiments et même chacun des upgrades qu'on va avoir de champ va nous rapporter un point. On va également faire un point pour chaque 2 ressources qui nous restent en notre possession et un point de victoire pour chaque ressource d'or que vous avez. Et là, l'or, j'en ai pas parlé, hein? Ça se trouve être une ressource assez rare qui peut servir de frime, donc elle sert pour à peu près n'importe quelle autre ressource. Encore une fois, chacun des decks va avoir des différentes façons de jouer. Les decks d'Inuit que j'ai joué ici, on n'utilisait presque pas les moutons, mais il y a certains decks qui vont utiliser énormément les moutons. Et je trouve que c'est le plaisir de découvrir chacun des decks comme ça, parce que lorsqu'on commence à jouer, on n'a aucune idée vers où le deck s'enligne, et plus ça va, plus on va découvrir les decks comme ça. Et c'est ce qui est le fun, parce qu'il y en a également plusieurs. Donc après le décompte final et avoir tout comptabilisé, le joueur avec le plus de points va remporter la partie. Et voilà, ça fait le tour des règles de Empire of the North. Alors maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Alors, comme d'habitude, l'éternelle comparaison, lequel je préfère entre Imperial Settlers et l'Empire du Nord, je dirais que je les aime les deux. Hein? C'est une réponse facile. Les deux ont des petits côtés positifs et négatifs. Donc, premièrement, dans les différences, je dirais que je pense que je préfère le mode solo de celui-ci à cause il y a des petits scénarios qui sont inclus. Donc, il y a un mode solo qui existe pour Imperial Settlers, un mode campagne. Et là, je sais que récemment, ils ont sorti l'extension Rise of Empire qui sert à avoir une copie physique de la boîte, donc une boîte avec toutes les cartes qui servent pour jouer le mode campagne. Tandis que celui-là, c'est des petits scénarios solo qui sont très intéressants. Donc, les éternelles comparaisons vont toujours se faire, mais les grosses différences, en gros, c'est que dans celui-là, on va avoir un deck et on va devoir tenter de trouver l'engine, de trouver la façon de fonctionner de ce deck-là. Et chacun des decks vient avec une twist différente parce qu'il marche de manière complètement différente. Ce que j'ai trouvé amusant, c'est justement de prendre un deck, de faire une première partie, puis de me rendre compte, OK, c'est comme ça que ça marche. Et là, la deuxième partie que je faisais après, oh! Là, je suis au courant d'un peu des mécanismes, puis je peux exploiter un peu plus le deck. Ce que je suggère d'ailleurs, c'est que chaque fois que vous allez jouer à ce jeu-là, si vous jouez avec quelqu'un d'autre, rejouez une partie après avec les mêmes decks. Donc là, c'est certain que je parle pour 2 joueurs. Moi, habituellement, c'est une configuration que j'adore pour ces jeux-là. C'est certain que si on y voit à plus de joueurs, des fois, ça peut commencer à devenir un peu long. Personnellement, j'aime beaucoup ce type de jeu-là à 2 joueurs. Je trouve que c'est le nombre de joueurs idéal pour jouer à ça. Et comme je dis, donc après une partie, après avoir compris notre deck, la deuxième partie va être encore plus intéressante. Et là, encore une fois, des petites différences. Je dirais que Imperial Settlers avait le côté intéressant avec le deck central qui se trouve avec des cartes génériques que les 2 joueurs pouvaient drafter. Tandis que ici, on est vraiment contenu dans notre deck. On a notre deck à nous. L'autre joueur a son deck, mais on va quand même tenter de devoir interagir avec les autres pour essayer de bloquer les combines des autres joueurs. Et c'est ce qui me plaît dans ces jeux-là, de trouver des combines, de trouver des combos, trouver des façons de générer des points, d'activer des choses. C'est le genre de choses qui me stimulent énormément dans les jeux de société. Et je dirais que Imperial Settlers et l'Empire du Nord
ne font pas exception à ça. C'est des jeux de combine, des jeux où on va construire un tableau, essayer d'exploiter ça au maximum et peut-être même virer en rond, donc placer des bonhommes pour générer telle action, générer des ressources, générer ça. Et moi, j'adore ça. Des fois, ça finit par virer en rond, mais quand même, c'est le genre de choses qui me fait aimer un jeu énormément. J'ai aimé ça parce que, en plus des cartes qu'on peut activer, on a le plateau central des actions, donc on va placer notre marqueur pour pouvoir générer une action et on va peut-être même pouvoir faire une combine avec une carte qu'on a dans nos mains pour la jouer, parce qu'il y a des cartes qu'on ne pourra pas jouer, on ne peut pas les construire normalement, mais il faut faire l'action Sail, donc l'action naviguer pour pouvoir la jouer gratuitement sur la table. Et là, on va devoir essayer d'exploiter nos actions le mieux possible, parce que notre marqueur, on va pouvoir le déplacer une seule fois et après ça, ça va être sur une case adjacente. Donc, il va falloir penser à où est-ce qu'on va placer notre marqueur et notre deuxième aussi de manière à optimiser les actions qu'on va faire. Et l'optimisation, c'est le mot d'ordre dans ce type de jeu-là, où on va devoir essayer de faire avec qu'est-ce qu'on a. Il y a bien des gens qui vont dire « Ah, mais on sait bien, les cartes, c'est très aléatoire ». Ben oui, mais en fait, ce genre de jeu-là, et un peu même comme des jeux comme Terraforming Mars ou des choses comme ça, il faut réussir à exploiter ce qu'on a pour retirer le plus de potentiel. Donc oui, c'est certain que ça se peut que si on cherche une carte en particulier, qu'on ne l'aille pas, qu'on se rende compte que ça ruine nos chances de gagner, mais pas du tout. On fait avec qu'est-ce qu'on a et c'est la majorité des jeux de ce type-là font ça. Donc, on va avoir une main carte et on va devoir tenter de voir à court, moyen et long terme qu'est-ce qui va être utile et qu'est-ce qu'on va mettre de côté pour ne pas jouer. Donc, pour ma part, un gros succès Empire of the North. J'aime beaucoup y jouer en solo également. Les petits scénarios sont très intéressants. Il y a également des extensions qui sont sorties. Les Japonais, les Romains, les Barbares, toutes des extensions que j'ai achetées et que j'ai inclus dans mon jeu. J'aime beaucoup ça. C'est le fun, ça rajoute des decks, ça rajoute de la variété. C'est pas du tout obligatoire, mais moi, j'aime ça, ce genre de jeu-là. Je suis un complétionniste, j'aime ça avoir un peu tout de ce jeu-là et j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Une autre petite chose intéressante et très appréciée de celui-là, il vient avec un petit insert et l'insert est peut-être pas parfait, mais il y a des places pour placer des ressources. Donc, le premier, je me suis acheté un Broken Token insert, un insert en bois pour justement essayer de minimiser le temps de placement parce que si on met tout ça dans des ziplocs, dans des petits baggies, ça va être long à sortir toutes les ressources. Tandis que celui-là, on a un plateau, on a les ressources qui peuvent aller là-dessus. Bon, c'est certain, moi, ma boîte, je la tiens verticale. Si jamais c'est pas serré, ça se pourrait que ça bouge. Je les ai quand même finalement gardés dans des ziplocs, mais il y a quand même un petit insert. Je dirais que c'est un petit step de plus, très intéressant. Ça va faire en sorte que j'achèterai probablement pas de gros inserts dispendieux pour celui-ci. Alors encore une fois, Imperial Settlers et l'Empire du Nord, deux jeux que j'aime beaucoup. C'est le genre de jeu, moi, qui me plaît énormément. Des jeux de combo, des jeux de tableau builder et de gestion de ressources. Donc c'est toutes des petites coches qui font en sorte que j'adore ce jeu-là. Alors c'était Sylvain pour l'école du jeu. On se dit à la prochaine!